Les pièces d'or tombèrent sur le pavé humide de Paris avec un cliquetis qui brisa le silence respectueux entourant l'Opéra Garnier. Elles roulèrent, captant la lumière des grands lampadaires, avant de s'immobiliser dans une flaque d'eau sale, comme des étoiles déchues. Le prince Louis, dont la générosité venait d'être publiquement bafouée, resta figé, sa main encore tendue dans un geste de charité méprisé. Devant lui, Chloé, le visage maculé de suie mais les yeux brûlants d'une fierté indomptable, le défiait du regard. Ses vêtements en lambeaux contrastaient violemment avec le luxe des marches de l'opéra, mais dans sa posture, il n'y avait aucune supplication, seulement un refus pur et absolu. Le murmure de la foule mondaine ondula autour d'eux, un mélange de choc et de délectation cruelle. L'homme le plus puissant de la ville venait d'être humilié par une mendiante, et dans ce silence soudain, une guerre silencieuse venait d'être déclarée sous les cieux parisiens. La colère monta en Louis, une vague brûlante qui menaçait de submerger son contrôle princier. Jamais, dans toute son existence dorée, on ne lui avait opposé un tel affront. Il était habitué à la déférence, au sourire calculé, à l'obéissance silencieuse que son nom et sa fortune inspiraient. Mais le regard de cette femme, Chloé, ne reflétait rien de tout cela. Il y lisait un mépris si profond qu'il en était presque fasciné. Ce n'était pas la folie d'une désespérée, mais la décision consciente d'une âme qui refusait de se vendre, même pour quelques pièces d'or. Son orgueil, blessé à vif, se mua en une obsession glaciale. Il ne voulait plus simplement l'aider, il voulait la posséder, la plier à sa volonté, comprendre le secret de cette force qui osait le regarder de haut depuis le bas de l'échelle sociale. Son univers ordonné venait de basculer à cause d'un simple regard, et il savait déjà qu'il ne retrouverait la paix qu'en brisant cet esprit rebelle. Chloé sentait le froid mordant du bitume remonter le long de ses jambes, mais la chaleur de sa propre indignation la protégeait. Chaque regard posé sur elle était comme une pierre, chaque chuchotement une gifle. Pourtant, elle ne baissait pas les yeux. Fixer le prince Louis était son unique rempart, sa dernière parcelle de dignité. Ces pièces, souillées par la pitié arrogante avec laquelle il les avait offertes, gisaient entre eux comme le symbole de tout ce qui les séparait. Elle ne voulait pas de sa charité condescendante. Elle ne voulait pas être un projet de rédemption pour son âme princière. Elle préférait la faim et le froid à la dette écrasante de sa bienveillance. En cet instant, sous les lumières de Paris, elle n'était plus une victime invisible, mais une force d'opposition, une anomalie dans son monde parfait. Elle avait tout perdu, mais pas son intégrité. Si cette histoire a déjà touché votre cœur, si vous sentez la tension monter entre ces deux mondes, abonnez-vous pour vivre d'autres récits aussi intenses. Le prince ne fit pas un geste. Alors que ses gardes du corps commençaient à s'avancer pour écarter cette nuisance, il les arrêta d'un simple mouvement de la main, un geste sec et impérieux. Son visage était devenu un masque de marbre impénétrable. La fureur initiale avait laissé place à une résolution froide, bien plus dangereuse. Il se pencha légèrement, non par respect, mais pour mieux la voir, pour graver dans sa mémoire les traits de celle qui avait osé. Il murmura quelque chose à son assistant, des mots bas et précis qui scellèrent le destin de Chloé sans qu'elle puisse les entendre. La foule, sentant que le spectacle était terminé, commença à se disperser, mais pour les deux protagonistes, tout ne faisait que commencer. Louis ne la quitta pas des yeux alors qu'il remontait dans sa voiture de luxe, la porte se refermant avec un son mat et définitif. Il ne la laissait pas derrière lui. Il l'emportait avec lui, comme un problème à résoudre, un défi à relever, une possession à réclamer. Quelques heures plus tard, elle se retrouva non pas dans une cellule froide, mais dans le silence opulent d'un bureau privé où l'air sentait le cuir ancien et le pouvoir. Le prince Louis était assis derrière un bureau massif, la regardant par-dessus ses doigts joints. Il n'y avait plus de foule, plus de témoins, seulement la confrontation brute de leurs deux volontés. Sur le bois sombre entre eux reposait un document, un contrat. Il lui expliqua les termes avec une voix dénuée de toute émotion. Un mariage d'1 an, un héritier pour la dynastie et en échange, la fin de sa misère. Il lui offrait non seulement un toit et de la nourriture, mais aussi la possibilité de terminer ses études de médecine à la Sorbonne. Un rêve qu'elle croyait mort et enterré. C'était une proposition diabolique, une cage dorée construite avec les briques de ses propres espoirs brisés. Il ne lui offrait pas le salut, il lui achetait une vie, son corps, son nom et surtout sa soumission.
Le silence dans la pièce était lourd, suffocant. Chloé regardait le contrat, puis le visage impassible de Louis. Chaque mot de l'accord était une chaîne, chaque clause un barreau de sa future prison. La survie criait en elle d'accepter, de saisir cette main tendue qui était en réalité un poing fermé. Mais son orgueil, cette flamme qui l'avait fait jeter les pièces à ses pieds, se débattait. Pourtant, l'image des nuits glaciales, de la faim qui tordait ses entrailles, et surtout le spectre de son avenir anéanti, pesait plus lourd. Sa main tremblante se saisit du stylo. Chaque lettre de sa signature était une larme invisible, une partie de son âme qu'elle sacrifiait sur l'autel de la nécessité. Elle signa. Le pacte était scellé. Elle était désormais sa propriété. Alors qu'elle relevait les yeux, son regard ne contenait ni peur ni gratitude, mais une haine froide et déterminée. Comment en était-elle arrivée là? Comment une étudiante brillante avait-elle pu tout perdre pour se retrouver une semaine plus tard à vendre sa liberté à un prince qu'elle méprisait plus que tout au monde? Une semaine avant cette nuit glaciale, Chloé n'était pas une ombre grelottante sur les marches de l'opéra, elle était une promesse. Dans l'amphithéâtre de la Sorbonne, baignée par la lumière poussiéreuse qui filtrait à travers les hautes fenêtres, elle était une force vive. L'odeur de vieux papier et de formol était le parfum de son avenir, un avenir qu'elle construisait avec une détermination farouche. Ses doigts, alors propres et agiles, survolèrent les pages de ses manuels d'anatomie, son esprit dévorant chaque mot, chaque schéma. Elle se voyait déjà en blouse blanche, ses mains non pas tendues pour la charité mais pour guérir, pour apaiser la souffrance. Ses camarades l'admiraient, ses professeurs voyaient en elle le potentiel d'une grande médecin. Elle était entière, vibrante d'espoir, portée par la conviction que le savoir et le travail acharné étaient les seules monnaies qui comptaient vraiment dans ce monde. Paris n'était pas un ennemi, mais une toile de fond pour ses rêves les plus chers. Puis le monde s'est effondré avec le crissement d'un télégramme glissé sous sa porte. Un simple morceau de papier qui a anéanti des années de certitude. Ses parents, son unique famille, son soutien indéfectible, avaient été emportés dans un accident de voiture sur une route de campagne détrempée par la pluie. Le silence qui a suivi la lecture de ces mots froids et impersonnels fut plus assourdissant que n'importe quel cri. Tout s'est figé. La lumière du soleil semblait soudainement fausse, la rumeur de la ville une insulte à son deuil. Elle se souvient d'avoir regardé ses mains, les mêmes qui rêvaient de sauver des vies, et de les avoir senties totalement impuissantes. Ce n'était pas seulement la perte de l'amour qui la brisait, c'était la solitude soudaine et absolue, le sentiment d'être une ancre sans navire, à la dérive dans un océan d'indifférence. La Chloé pleine d'avenir venait de mourir dans ce petit appartement d'étudiant, laissant place à une orpheline terrifiée. La tragédie personnelle fut rapidement suivie par l'humiliation financière. Les dettes, cachées par ses parents sous un vernis de normalité, se sont révélées être un abîme sans fond. Des hommes en costume sombre, au visage dépourvu de compassion, sont venus apposer des scellés sur les meubles, sur les livres, sur les souvenirs. Chaque objet emporté était un lambeau de son identité arrachée. La honte la brûlait plus que le chagrin lorsque les voisins regardaient, leur chuchotement empoisonnant l'air du couloir. Elle a dû quitter son appartement, puis la chambre de bonne qu'elle avait trouvée, incapable de payer le loyer. Elle a vendu le dernier bijou de sa mère pour quelques repas. Son rêve de la Sorbonne s'est évaporé comme une buée sur une vitre froide. Sa vulnérabilité n'était plus une simple peur, c'était une condition matérielle, une cage de fer forgée par le malheur et la pauvreté, la rendant prisonnière d'une réalité qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Elle a lutté. Avec la fierté qui lui restait, elle a cherché du travail, n'importe lequel, mais sans adresse, sans vêtements décents. Avec le désespoir gravé sur son visage, les portes se fermaient les unes après les autres. Les regards qui se posaient sur elle avaient changé. Ils n'étaient plus remplis d'admiration, mais de pitié, de méfiance ou, pire encore, d'une totale indifférence. Elle est devenue invisible aux yeux du monde qui, une semaine auparavant, lui promettait un avenir radieux. Chaque refus était une nouvelle fissure dans son armure déjà fragile. Elle apprenait la dure leçon de la rue. La dignité est un luxe que seuls ceux qui ont un toit et un repas chaud peuvent s'offrir. Pourtant, au fond d'elle, une petite flamme de résistance refusait de s'éteindre. C'était cette flamme qui l'empêchait de supplier,
qui raidissait sa colonne vertébrale même quand son estomac criait famine. Elle ne serait pas une victime passive. La faim et le froid devinrent ses compagnons constants. Les nuits parisiennes, si romantiques pour les touristes, étaient pour elle une épreuve de survie. Elle dormait dans des recoins sombres, s'enveloppant dans son manteau usé, le sommeil ne lui offrant qu'un répit précaire, peuplé de cauchemars. Son corps était épuisé, mais son esprit restait vif, torturé par les souvenirs de ce qu'elle avait été et la terreur de ce qu'elle devenait. Son point faible était devenu évident. Elle avait tout perdu sauf son orgueil. C'était sa seule richesse, son dernier rempart contre l'anéantissement total. Elle préférait mourir de faim que de se soumettre à la pitié condescendante des autres. C'est dans cet état de dénuement absolu, le cœur gelé par le désespoir mais l'âme encore brûlante de défi, qu'elle se trouvait ce soir-là, non loin du faste et des lumières de la ville. C'est alors qu'elle a entendu la musique. Des notes d'opéra s'échappant des portes dorées du palais Garnier, flottant dans l'air glacial comme un fantôme de son ancienne vie. La beauté de cette mélodie était une torture, un rappel cruel de tout ce qui lui avait été volé. Poussée par une impulsion qu'elle ne comprenait pas elle-même, un mélange de nostalgie et de colère, elle s'est approchée. Elle voulait se tenir près de cette lumière, ne serait-ce qu'un instant, pour se sentir vivante à nouveau, pour défier ce monde opulent qui l'avait rejetée. Elle s'est assise sur les marches froides, le visage sale et les yeux brillants de larmes non versées, observant les riches et les puissants. C'est là, dans cet état de vulnérabilité maximale, mais armée de sa seule fierté, qu'elle allait croiser le regard du prince Louis, l'homme qui allait lui offrir le salut sous la forme d'une prison dorée. Le destin venait de tendre son piège. Le prince Louis sortit de l'opéra, enveloppé dans l'aura de puissance et de privilèges qui le suivaient comme une seconde peau. Le froid de la nuit parisienne ne semblait pas l'atteindre, protégé qu'il était par son manteau de cachemire et une vie entière passée à l'abri du besoin. C'est alors que son regard, habitué à balayer la foule avec une indifférence polie, se posa sur elle, une tache sombre sur la perfection immaculée des marches de marbre. Chloé. Une silhouette recroquevillée, un défi silencieux à l'opulence qui l'entourait. Pour lui, elle n'était d'abord qu'une dissonance, une note fausse dans la symphonie de sa soirée parfaite, une irritation passagère qu'il se devait de corriger, non par compassion véritable, mais par un besoin presque pathologique de restaurer l'ordre et l'harmonie dans son univers. Un geste de charité publique serait suffisant, pensait-il, pour effacer cette imperfection et réaffirmer sa propre magnanimité aux yeux du monde qui l'observait. Il s'approcha, ses pas résonnant sur la pierre avec une autorité naturelle. L'air entre eux se chargea d'une tension palpable, un frisson qui n'avait rien à voir avec la température hivernale. Il ne la voyait pas vraiment, pas encore. Il voyait une catégorie, une situation, la pauvreté, et il allait y appliquer la solution qu'il connaissait le mieux, l'argent. Il sortit une poignée de pièces d'or de sa poche, le métal brillant sous la lumière des lampadaires comme de petits soleils captifs. Son geste était lent, presque théâtral, destiné autant à la foule qu'à la jeune femme à ses pieds. Sa voix, quand il parla, était empreinte de cette condescendance douce que les riches utilisent pour se distancier de la misère qu'ils prétendent soulager. Il lui offrait non seulement de l'aide, mais aussi une leçon de sa propre supériorité, s'attendant à la gratitude muette et aux larmes de reconnaissance qui validaient habituellement son statut de bienfaiteur. Mais le regard que Chloé leva vers lui ne contenait aucune gratitude. C'était un regard de braise, une flamme pure et indomptée qui jaillissait des cendres de sa vie brisée. Une fureur silencieuse, mêlée à un mépris si profond qu'il le frappa comme une gifle. Sa main petite et sale se leva non pour prendre les pièces, mais pour les frapper. Le geste fut si rapide, si inattendu, que Louis n'eut pas le temps de réagir. Les pièces d'or s'envolèrent et retombèrent sur le pavé humide, avec un cliquetis sec et moqueur, brisant le silence respectueux qui entourait la scène. Elles roulèrent dans la saleté, souillant leur propre éclat. Un murmure parcourut la foule, un mélange de stupeur et de plaisir cruel. L'homme le plus puissant de Paris venait d'être publiquement rejeté, humilié par une mendiante qui préférait la faim à sa pitié. Dans cet instant, elle lui avait volé son pouvoir, le réduisant à un homme ordinaire, la main vide et le visage figé. Le monde de Louis s'arrêta de tourner. Le choc initial laissa place à une vague de colère froide, plus intense et plus dangereuse que n'importe quelle rage explosive.
Jamais on ne lui avait opposé un tel défi. Son orgueil, une forteresse qu'il croyait imprenable, venait d'être fissurée par le regard d'une inconnue. Et sous la fureur, une autre émotion étrange et dérangeante commençait à poindre, la fascination. Il la regarda vraiment pour la première fois, non plus comme une ombre anonyme, mais comme une force de la nature. Il vit la détermination dans la ligne de sa mâchoire, la dignité dans sa posture brisée, l'intelligence qui brûlait derrière ses yeux. Elle n'était pas folle, elle était fière. Et cette fierté si absolue et si déraisonnable à ses yeux devint instantanément une obsession. Il ne voulait plus simplement l'aider ou l'ignorer. Il voulait la comprendre, la posséder et surtout la briser. Il voulait voir cette flamme vaciller et s'éteindre sous le poids de sa volonté. La confrontation silencieuse dura une éternité. Le temps semblait suspendu autour d'eux, créant une bulle de tension au milieu de la foule qui s'écartait lentement. Pour Chloé, son cœur battait à tout rompre, un mélange de triomphe et de terreur pure. Elle avait défendu sa dignité, mais elle sentait qu'elle venait de provoquer un prédateur bien plus redoutable que la faim ou le froid. Pour Louis, la décision était prise. Ce n'était plus une question de charité, mais de pouvoir. Il fit un signe presque imperceptible à son chef de la sécurité, un geste qui scella le destin de Chloé. Il ne lui adressa plus un mot, plus un regard direct. Il se détourna, son visage redevenu un masque de marbre impassible, et se dirigea vers sa voiture qui l'attendait, le moteur tournant doucement. Il ne la laissait pas derrière lui. Il donnait simplement l'ordre de l'accueillir, comme on ramasse un objet précieux et dangereux qu'on vient de découvrir. Il la laissa seule sur les marches, avec le froid pour seule compagnie et les pièces d'or souillées comme témoins de leur rencontre. Son départ n'était pas une fin, mais un commencement. Pour elle, la première impression était celle d'une arrogance incarnée, un homme dont la richesse avait empoisonné l'âme. Pour lui, elle était une énigme intolérable, une anomalie qu'il se devait de maîtriser. La proposition n'avait pas encore été formulée en mots, mais elle flottait dans l'air comme une menace, sa liberté contre sa survie. Sa réaction avait été un défi total, un refus absolu de se soumettre. Mais alors que les ombres de deux silhouettes massives s'approchèrent d'elle, elle comprit que son refus n'était qu'un report. Elle n'allait pas être laissée en paix. Elle allait être emmenée, de gré ou de force, dans l'antre du prince qu'elle venait si imprudemment de défier. La guerre venait de commencer, et elle avait déjà perdu la première bataille. Le silence du palais était une arme, plus assourdissante encore que les murmures de la foule devant l'opéra. Chloé fut conduite à travers des couloirs de marbre si polis qu'ils reflétaient son image comme un fantôme flottant dans un monde qui n'était pas le sien. Chaque pas sur les tapis de soie étouffait le son de sa rébellion, la forçant à n'entendre que le battement furieux de son propre cœur. Louis la mena jusqu'à un grand salon où la lumière du jour, filtrée par d'immenses fenêtres, semblait elle-même domestiquée, privée de sa chaleur naturelle. Il ne lui offrit pas de siège. Il se tint devant la cheminée éteinte, une silhouette imposante découpée à contre-jour, et lui exposa les premières règles de sa nouvelle existence. Elle n'était pas une invitée, mais une acquisition. Il attendait une réponse, un signe de soumission, mais elle ne lui offrit que le silence, un vide qu'il ne pouvait ni acheter ni combler, et qui déjà commençait à le consumer. Le lendemain matin, sa transformation commença. Des femmes de chambre aux visages impassibles entrèrent dans sa suite, apportant avec elles des robes de soie, des bijoux qui scintillaient d'une lumière froide et des parfums dont les effluves complexes lui donnèrent la nausée. On la déshabilla de sa misère pour la vêtir de luxe, mais chaque tissu précieux sur sa peau était comme une brûlure, chaque bijou un poids supplémentaire sur son âme. Quand elle se regarda dans le miroir monumental, elle vit une étrangère, une poupée magnifique et vide, dont les yeux seuls trahissaient la prisonnière à l'intérieur. Louis vint la voir, s'attendant sans doute à trouver de la gratitude ou de l'émerveillement. Au lieu de cela, il trouva le même regard indompté, maintenant encadré par des diamants. Il comprit alors que la changer à l'extérieur ne ferait qu'aiguiser la lame de son défi intérieur. La guerre ne se jouerait pas sur les apparences, mais dans la forteresse de son esprit. Leur premier affrontement public eut lieu non pas devant le monde, mais dans l'intimité glaciale d'un dîner familial. La duchesse Isabelle, tante de Louis et gardienne intransigeante des traditions, examina Chloé comme on inspecte un animal de foire. Chaque question était un piège, chaque compliment un poison enrobé de sucre. Le regard de la vieille femme était une lame de glace,
cherchant la moindre fissure dans la façade de Chloé. Elle parla de lignée, de sang pur, de devoir envers la dynastie, des mots conçus pour écraser et humilier la jeune femme qui n'avait rien d'autre que son nom à offrir. Chloé répondit avec une courtoisie froide et précise, ne laissant aucune prise à la condescendance de la duchesse. Louis, à la surprise de tous et surtout de lui-même, sentit une vague de colère monter. Il intervint, sa voix coupante comme de l'acier, pour défendre non pas sa décision, mais Chloé elle-même, révélant une première fissure dans son armure de contrôle. Quelques jours plus tard, il la trouva dans la bibliothèque, un sanctuaire de silence et de savoir qui semblait être le seul endroit où elle respirait librement. Elle était entourée de livres de médecine, ceux-là même que le contrat lui avait promis. La lumière ambrée d'une lampe de lecture éclairait la concentration intense sur son visage, ravivant la flamme de l'étudiante brillante qu'elle avait été. Pour la première fois, il ne vit ni la mendiante ni sa fiancée contractuelle, mais une âme passionnée, une intelligence vive qui avait été presque anéantie. Il s'approcha, et le silence entre eux fut différent, moins hostile, chargé d'une curiosité nouvelle. Il lui posa une question sur ses études, et sa réponse fut si précise, si pleine d'une autorité tranquille, qu'il se sentit soudainement l'intrus. Il était fasciné, non plus par son défi, mais par sa force. Une attirance dangereuse et involontaire commençait à naître de son respect grandissant. Le conflit de pouvoir s'installa dans une routine étrange et tendue. Ils vivaient sous le même toit, partageant des repas silencieux où chaque regard était une bataille, chaque mot une manœuvre stratégique. Elle utilisait son intelligence pour le défier sur son propre terrain, contestant ses opinions avec une logique implacable, refusant de jouer le rôle de la jolie idiote qu'on attendait d'elle. Lui, de son côté, usait de son pouvoir pour la contrôler, lui rappelant constamment sa dépendance, orchestrant des situations pour la mettre mal à l'aise. Mais il se surprenait à la chercher du regard, à attendre ses répliques cinglantes, à être déçu quand elle se repliait dans le silence. Il était comme un homme qui avait capturé un oiseau sauvage et qui était maintenant partagé entre le désir de le voir chanter pour lui et la terreur qu'il ne s'envole. La haine initiale se muait lentement en une obsession complexe, un mélange toxique de désir de possession et d'admiration involontaire. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis sa signature, des semaines qui ressemblaient à des années de guerre froide. La dynamique entre eux était un équilibre précaire de tensions constantes et de moments de trêve inattendus, une dépendance mutuelle qu'aucun des deux n'osait admettre. La duchesse Isabelle, devenue son ennemie déclarée, avait rallié une partie de la cour contre cette usurpatrice, préparant le terrain pour un rejet social en règle. C'est dans ce climat explosif que Louis annonça la nouvelle. Un grand bal de gala serait donné en leur honneur pour officialiser leur fiançailles aux yeux du monde. Le mot tomba entre eux comme une sentence. Pour Chloé, c'était la perspective d'une humiliation publique, l'épreuve ultime. Pour Louis, c'était un geste de défi lancé à sa propre famille, mais aussi un piège qu'il refermait sur elle et peut-être sur lui-même, alors que la date fatidique approchait, menaçante et inéluctable. Le soir du gala arriva, drapé dans un velours de faux-semblants et de promesses glaciales. Les couloirs du palais, d'habitude si silencieux, bruissaient des rumeurs de la haute société parisienne, un essaim de regards curieux et malveillants. Chloé descendit le grand escalier au bras de Louis, sa robe de soie bleu nuit contrastant avec la pâleur de son visage. Elle se sentait comme une actrice dans une pièce dont elle ne connaissait ni le texte ni la fin. Chaque marche la rapprochait de la reine, de ces centaines d'yeux qui allaient la juger, la disséquer, chercher la moindre trace de la mendiante sous le diadème emprunté. Louis était à ses côtés, une présence puissante et rigide, son profil un masque de marbre. Il lui avait murmuré des instructions, des noms à retenir, des sourires à esquisser, mais aucun mot de réconfort. Il la présentait au monde non comme une femme, mais comme une stratégie, et dans le silence entre eux, elle sentait déjà le froid de l'abandon qui l'attendait au pied de l'escalier. Ils entrèrent dans la salle de bal, un océan de cristal, d'or et de médisance. La musique de l'orchestre flottait dans l'air, mais elle ne parvenait pas à couvrir le murmure insidieux qui suivait leurs pas. Chloé s'accrochait au bras de Louis comme à une bouée, mais sentait bien que le courant menaçait de l'emporter. Les visages se tournèrent vers elle, des sourires polis qui ne montaient pas jusqu'aux yeux, des courbettes qui cachaient à peine le mépris. Elle vit la duchesse Isabelle, trônant dans un coin, son regard de serpent observant la scène,
avec une satisfaction glaciale. C'était un tribunal silencieux, et elle était l'accusée. Louis, absorbé par son rôle de prince, saluait, souriait, semblant ignorer la tension palpable, ou peut-être la considérait-il comme un mal nécessaire. Pour lui, c'était une démonstration de pouvoir. Pour elle, c'était une lente et inexorable mise à nu, chaque seconde la dépouillant un peu plus de sa fragile armure. Le moment de l'humiliation fut orchestré avec une précision cruelle. Alors que le champagne coulait à flot, un vieil homme, le baron de Courville, un allié fidèle de la duchesse, se leva, sa coupe à la main. Un silence respectueux se fit. Il commença par des louanges pompeuses, adressées au prince Louis, à sa sagesse, à son sens du devoir. Puis, son regard se tourna vers Chloé, et un sourire venimeux tordit ses lèvres minces. « Et portons un toast, dit-il, sa voix résonnant dans le silence mortel, à la future princesse. Une preuve vivante que la charité de notre prince ne connaît pas de limite, allant jusqu'à ramasser les joyaux les plus inattendus dans les caniveaux de Paris. » Le mot « caniveau » tomba comme une pierre dans un lac gelé, l'insulte à peine voilée, l'humiliation absolue et publique. Le silence qui suivit fut plus violent que n'importe quel cri. Un vide assourdissant, où chaque regard était un poignard planté dans le cœur de Chloé. Le temps se figea. Chloé sentit le sang quitter son visage, ses mains devenir glacées. Chaque parcelle de chaleur, chaque once de fierté qu'elle avait réussi à préserver, venait d'être pulvérisée. Les mots du baron n'étaient pas seulement une insulte, ils étaient la vérité crue de sa situation, jetée à la face du monde. Son regard désespéré chercha celui de Louis, une supplication muette, un appel à l'aide. Mais le prince était immobile, son visage une toile blanche où le choc et l'indécision se livraient une bataille silencieuse. Il était pris au piège entre les traditions de son rang, qui interdisaient un esclandre, et l'instinct de la défendre. Cette hésitation, ce bref instant de paralysie, fut pour Chloé une trahison plus profonde, plus douloureuse que l'affront lui-même. Dans le silence de son prince, elle entendit la confirmation de son statut. Elle n'était qu'un contrat, un objet, et non une femme à protéger. Elle était seule, irrémédiablement seule. Une force insoupçonnée, née des profondeurs de son désespoir, la redressa. Elle ne pleura pas, elle ne cria pas. Elle lâcha doucement le bras de Louis, un geste qui brisa le lien fragile qui les unissait. Sans un regard pour l'assemblée pétrifiée, elle se retourna et commença à marcher. Chaque pas était mesuré, empreint d'une dignité brisée mais farouche. La foule s'écarta sur son passage, comme si elle était porteuse d'une maladie contagieuse. Le seul son dans l'immense salle de bal était le froissement de sa robe de soie sur le marbre, un murmure funèbre. Elle atteignit les grandes portes-fenêtres qui donnaient sur les jardins du palais, les ouvrit d'un geste assuré et s'avança dans la nuit glaciale. Elle ne fuyait pas seulement l'humiliation, elle fuyait la cage dorée, l'homme qui l'y avait enfermée et qui venait de la laisser seule face au lion. Elle marchait vers l'obscurité, cherchant un endroit où sa douleur pourrait enfin éclater en silence. La fermeture des portes-fenêtres eut l'effet d'un coup de feu, tirant Louis de sa torpeur. La vision de Chloé disparaissant dans la nuit déclencha en lui une vague de fureur et de regret si violente qu'elle lui coupa le souffle. Son regard se posa sur le baron de Courville avec une haine glaciale qui promit un châtiment terrible, puis sur sa tante, la duchesse, dont le sourire triomphant confirmait la conspiration. Mais la colère contre eux n'était rien comparée à la haine qu'il ressentait pour lui-même. Il avait échoué, il avait été lâche. Son silence avait été une arme et il l'avait pointée sur elle. Bafouant toutes les conventions, il tourna le dos à ses invités stupéfaits, ignorant leurs murmures choqués, et se précipita vers les jardins. Il ne courait pas pour sauver les apparences ou pour réparer un contrat. Il courait après la seule chose qui commençait à avoir de la valeur dans son monde stérile, terrifié à l'idée qu'il venait de la briser à jamais. Si cette histoire vous captive, si la douleur de Chloé et le regret de Louis vous touchent, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un j'aime et de nous dire dans les commentaires ce que vous ressentez. Votre soutien nous permet de continuer à créer ces récits intenses. Nous sommes impatients de lire vos impressions et de partager avec vous la suite de ce voyage émotionnel. Quelle partie vous a le plus ému jusqu'à présent? Partagez vos pensées et restez avec nous pour découvrir si la rédemption est possible. Il la chercha dans les ténèbres du jardin,
le cœur battant une cadence de panique et de fureur. L'air glacial lui brûlait les poumons, mais il ne sentait rien d'autre que le vide qu'elle avait laissé derrière elle. Les allées de buis taillées, les statues de marbre qui semblaient le juger dans le clair de lune, tout était désert. Elle était partie. Le son lointain de l'orchestre, qui continuait de jouer à l'intérieur du palais, était une torture, la bande-son de son échec monumental. Il appela son nom, une seule fois, un murmure rauque qui fut immédiatement absorbé par le silence de la nuit. Il comprit alors, avec une clarté effroyable, que ce n'était pas seulement sa fiancée contractuelle qui avait fui, mais la seule lueur de vie authentique qui avait pénétré les murs de son existence dorée. Il était resté immobile, seul au milieu de la beauté froide et stérile de ses propres jardins, réalisant que pour la première fois de sa vie, il avait perdu quelque chose que son argent ne pourrait jamais racheter. Chloé, quant à elle, ne s'arrêta pas de courir. Poussée par l'adrénaline de l'humiliation et de la trahison, elle traversa les jardins comme une ombre, s'enfonçant dans les parties les plus sombres du parc du palais. La soie de sa robe se déchira sur des branches basses, le froid mordait sa peau nue, mais la douleur physique n'était rien comparée à l'agonie qui ravageait son âme. Elle atteignit une grille de service, dissimulée derrière un bosquet, et la força. Dehors, Paris l'accueillit non plus comme une promesse, mais comme un refuge indifférent. Elle arracha le diadème de ses cheveux, le laissant tomber sur le pavé avec un bruit dérisoire, puis retira ses souliers de satin qui lui meurtrissèrent les pieds. Pieds nus, le cœur en lambeaux, elle se fondit dans l'anonymat des rues endormies, redevenant une silhouette invisible. Elle ne pleurait plus. Les larmes s'étaient figées en une résolution de glace. Elle ne se laisserait plus jamais acheter, plus jamais briser. Elle survivrait, seule, loin de lui et de son monde empoisonné. Les jours qui suivirent furent un enfer de silence et d'absence pour Louis. Le palais, d'habitude un lieu de pouvoir et d'ordre, était devenu un mausolée hanté par le souvenir de Chloé. Chaque pièce vide semblait lui renvoyer l'écho de son rire qu'il n'avait que trop rarement entendu, ou le défi silencieux de son regard. Pris d'une rage froide, il avait déployé des ressources quasi illimitées pour la retrouver. Ses meilleurs enquêteurs privés sillonnaient Paris, montrant sa photo, interrogeant sans relâche, mais la ville semblait l'avoir avalée. Il passait ses nuits dans son bureau devant une carte de la capitale, traçant des cercles, élaborant des stratégies, mais chaque piste se révélait être une impasse. Sa colère contre sa famille était immense, mais elle était éclipsée par le mépris qu'il éprouvait pour lui-même. Il avait cru pouvoir la posséder, mais il n'avait réussi qu'à la chasser. Et l'obsession de la retrouver n'était plus une question d'orgueil, mais une nécessité vitale, le besoin désespéré de réparer ce qu'il avait anéanti. Loin du luxe et des recherches frénétiques, Chloé organisait sa survie avec la même intelligence méthodique qu'elle appliquait autrefois à ses études. Elle avait vendu la seule chose de valeur qu'elle avait réussi à emporter dans sa fuite, une petite broche en saphir discrètement épinglée à l'intérieur de sa robe, un cadeau de sa mère. Avec l'argent, elle loua une chambre minuscule sous les toits de Belleville, un quartier populaire et bouillonnant où personne ne songerait à chercher une future princesse. Elle changea de nom, se coupa les cheveux et troqua les restes de sa robe de bal contre des vêtements simples et usagés. Elle trouva un travail de serveuse dans un petit café, un labeur épuisant et anonyme qui lui permettait de payer son loyer et de manger à sa faim. Chaque soir, elle rentrait dans sa chambre froide, le corps endolori, et s'asseyait près de la fenêtre, regardant les lumières de Paris sans les voir, le cœur emmuré dans une solitude protectrice, à la fois soulagée et terrifiée d'être redevenue invisible. Le temps s'écoula, transformant les jours en semaines. Pour lui, l'échec constant de ses recherches fut une leçon d'humilité brutale. Il comprit que Chloé n'était pas une simple fugitive, elle était une experte en disparition, car elle avait déjà connu la rue, elle en connaissait les codes et les refuges. Cette prise de conscience le força à changer de stratégie. Il cessa de la chercher comme un objet perdu et commença à essayer de la comprendre comme une personne. Il passa des heures dans la bibliothèque qu'elle aimait tant, lisant les ouvrages de médecine qu'elle avait laissés ouverts, essayant de voir le monde à travers ses yeux. Il se souvint de sa passion, de la lueur dans son regard lorsqu'elle parlait de son rêve de guérir les gens. Lentement, douloureusement, une nouvelle image d'elle se forma dans son esprit, non plus celle de la mendiante fière ou de la fiancée rebelle, mais celle d'une femme brillante et forte qu'il avait traitée avec une arrogance impardonnable.
L'obsession de la possession se mua en un profond et lancinant regret. Un mois s'était écoulé depuis la nuit du gala. Un mois de silence, de distance, un abîme creusé entre leurs deux mondes. Chloé, sous le nom de Julie, avait trouvé une routine précaire mais stable comme serveuse dans un bistrot animé de Montmartre. Elle vivait au jour le jour, son passé scellé derrière un mur d'indifférence qu'elle s'était construit pour ne plus souffrir. De son côté, Louis, reclus dans son palais, avait abandonné les recherches de force. Il était assis dans son bureau, tard dans la nuit, lorsqu'une idée, née de ses nouvelles réflexions, traversa son esprit comme un éclair. Il n'allait pas la trouver en cherchant une femme, mais en cherchant un esprit. Le lendemain, il donna un ordre simple et précis à son assistant. Vérifier les registres de toutes les bibliothèques publiques et universitaires de Paris, à la recherche de quiconque consulterait des revues médicales spécialisées et rares. Quelques jours plus tard, son assistant revint avec une information. Une petite bibliothèque de quartier, à Montmartre, avait reçu plusieurs demandes pour des textes chirurgicaux très pointus de la part d'une jeune femme qui correspondait à sa description. Un nom, une adresse, un fil d'espoir. La traque était terminée. La quête pour sa rédemption allait commencer. La berline de luxe glissa à travers les rues de Paris comme un prédateur silencieux, quittant les avenues dorées des quartiers chics pour s'enfoncer dans le labyrinthe animé de Montmartre. À l'intérieur, Louis n'était plus le prince arrogant qui avait orchestré cette chasse à l'homme. Un mois de silence et d'échecs l'avait transformé. Chaque feu rouge, chaque passant qui croisait son regard semblait le juger. Il ne se dirigeait pas vers une simple adresse, mais vers l'épicentre de son plus grand regret. La peur, une émotion qu'il avait toujours considérée comme une faiblesse, était désormais sa compagne, une angoisse froide qui lui serrait la poitrine. Il craignait ce qu'il allait trouver. Une femme encore plus brisée, ou pire, une femme qui s'était entièrement reconstruite sans lui, le rendant définitivement obsolète. La voiture s'arrêta au coin d'une rue pavée, et il sut que le reste du chemin devait se faire à pied, humblement, comme un pèlerin se rendant à un sanctuaire qu'il avait lui-même profané. Il aperçut le petit bistrot, sa devanture éclairée d'une lumière chaude et accueillante qui contrastait violemment avec le froid de son propre cœur. À travers la vitre embuée, il la vit. Chloé. Elle se déplaçait entre les tables avec une efficacité gracieuse, un plateau chargé en équilibre sur sa main. Ses cheveux étaient de plus courts, son visage plus mince, mais la même flamme de détermination brûlait dans ses yeux. Il la regarda travailler, invisible depuis l'autre côté de la rue, et une vague de honte et d'admiration le submergea. Elle portait un simple tablier de serveuse, mais elle le portait avec la même dignité que le diadème qu'elle avait jeté sur le pavé. Il avait voulu la briser, la forcer à dépendre de lui, et elle lui prouvait, dans ce petit café anonyme, qu'elle était indestructible. Elle n'avait pas besoin de son argent ni de son titre pour exister. Cette prise de conscience fut plus douloureuse que toutes les semaines de recherche infructueuses. Il n'était pas son sauveur, il était le désastre auquel elle avait survécu. Rassemblant le peu de courage qui lui restait, il poussa la porte du bistrot. Le tintement d'une petite cloche annonça son arrivée, et le brouhaha des conversations s'estompa légèrement. Plusieurs têtes se tournèrent, mais il n'avait d'yeux que pour elle. Leurs regards se croisèrent par-dessus la salle bondée, et pour Chloé, le monde s'arrêta. Le plateau qu'elle tenait trembla imperceptiblement. Ce n'était pas possible. C'était un fantôme de son passé, une incarnation de sa plus grande humiliation, debout dans le refuge qu'elle s'était si durement construit. La surprise initiale laissa place à un froid polaire. Un masque d'indifférence glaciale descendit sur son visage, une armure forgée dans la douleur et la trahison. Elle se redressa, chaque muscle de son corps tendu, prête à le repousser, à défendre cette nouvelle vie fragile contre son envahisseur. Pour elle, sa présence n'annonçait rien de bon. C'était le retour de la cage, la menace d'une nouvelle captivité. Il s'approcha lentement de sa table, conscient de chaque regard posé sur lui, mais ne percevant que le mur de glace qu'elle avait érigé entre eux. Il s'arrêta devant elle, le silence s'étirant comme une corde prête à rompre. Il ouvrit la bouche pour parler, mais les mots qu'il avait répétés 1000 fois dans sa tête se volatilisèrent. Face à elle, à sa dignité silencieuse, toute son arrogance, tout son pouvoir semblaient ridicules. Finalement, il ne put que murmurer son nom, un son rauque, presque une prière. « Chloé ».
Sa réponse fut une lame. Sans ciller, elle lui demanda d'une voix neutre, professionnelle, comme à n'importe quel client. « Que puis-je vous servir, monsieur ?» Cette phrase, ce « monsieur » dédaigneux, le frappa plus violemment que n'importe quelle insulte. Elle ne le rejetait pas avec colère, mais avec une indifférence totale, le rayant de son existence, niant tout ce qu'ils avaient partagé, même la haine. Il était redevenu un étranger, un simple client dans son nouveau monde. Il comprit alors que les mots ne suffiraient pas. Les excuses étaient vaines, les promesses vides. Il devait lui montrer, pas lui dire, qu'il avait changé. Lentement, il glissa la main dans la poche intérieure de son manteau. Elle recula d'un pas, s'attendant peut-être à un bijou, une autre tentative pour l'acheter. Mais ce qu'il posa sur la table en bois usé n'était ni de l'or ni des diamants. C'était une simple enveloppe en papier. À l'intérieur, visible à travers une petite fenêtre plastifiée, se trouvait une carte d'étudiant de la Sorbonne, fraîchement imprimée à son nom, ainsi que le reçu confirmant le paiement intégral de ses frais de scolarité pour les 5 prochaines années. « Je ne suis pas venu pour te réclamer, » dit-il, sa voix basse et tendue par l'émotion. « Je suis venu pour te rendre ce que je t'ai volé. Pas ta liberté, mais ton avenir. Il n'y a aucune condition, aucune attente. C'est à toi. C'est tout ce qui compte. » Le silence qui suivit fut total, assourdissant. Chloé regardait les documents sur la table, son esprit refusant de comprendre. C'était son rêve, son ancienne vie, ressuscitée et posée là, entre une salière et un pot de moutarde. Son cœur, si bien protégé derrière des couches de glace, commença à se fissurer. Une larme, une seule, perla au coin de son œil et roula lentement sur sa joue. Une traîtresse à sa résolution de ne plus jamais être vulnérable. Elle releva les yeux vers lui, et pour la première fois depuis des semaines, elle ne vit pas le prince arrogant, mais un homme dont le regard était empli d'un regret si profond, si sincère, qu'il en était presque insoutenable. Il n'avait rien demandé en retour, il ne lui avait pas imposé sa présence. Il avait simplement posé un pont fragile au-dessus de l'abîme qui les séparait, et maintenant, c'était à elle de décider si elle allait oser le traverser. La haine s'était évaporée, laissant place à une confusion douloureuse et à un minuscule, terrifiant éclat d'espoir. Il resta debout, vulnérable sous le regard de la salle entière, mais ne voyant qu'elle. Sa voix, lorsqu'il parla de nouveau, était basse, dépouillée de toute arrogance princière, une confession brute qui semblait lui être arrachée des entrailles. « J'ai eu tort, Chloé. Surtout, je n'ai pas vu une femme ce soir-là, devant l'opéra. J'ai vu un défi à mon orgueil. J'ai cru qu'en te possédant, je pourrais éteindre le feu que j'avais vu dans tes yeux, ce feu qui me rappelait à quel point mon propre monde était froid et vide. Je voulais te briser pour ne pas avoir à affronter ma propre fragilité. Au gala, mon silence n'était pas de l'indécision, c'était de la lâcheté, la plus abjecte des lâchetés. J'ai laissé mon nom, mon rang, mon histoire, paralyser l'homme que j'aurais dû être pour toi. Je ne te demande pas de pardonner cet homme, car moi-même je ne le peux pas. Je te demande seulement de voir celui qui se tient devant toi maintenant, et qui a enfin compris. Les larmes de Chloé coulaient, sans retenue, traçant des sillons sur son visage fatigué. Chaque mot qu'il prononçait était à la fois un baume et un poignard. Une partie d'elle voulait hurler, lui jeter à la figure toute la solitude, toute l'humiliation, toute la peur qu'elle avait endurée à cause de lui. Sa main se serra sur le bord de la table, ses jointures blanchissant sous l'effort de contenir la tempête qui faisait rage en elle. « Compris quoi ?» murmura-t-elle, sa voix brisée par l'émotion. « Que l'argent peut tout réparer, que payer mes études efface la cicatrice que tu as laissée sur mon âme. Où étais-tu, Louis, quand leur regard me déshabillait de ma dignité? Où était cet homme quand j'avais besoin non pas d'un prince, mais d'un allié, ne serait-ce qu'un seul instant? Tu m'as laissé seul dans l'arène. Tu ne peux pas revenir maintenant et prétendre vouloir soigner les blessures infligées par les lions que tu as toi-même lâchés sur moi. » Il ne recula pas devant sa colère. Il l'accueillit comme une pénitence méritée, hochant la tête à chaque accusation, son propre visage tordu par la douleur de la vérité qu'elle lui renvoyait. « Tu as raison. J'étais nulle part. J'étais un lâche. Je n'ai aucune excuse, seulement une explication. J'étais aveuglé par le pouvoir que je croyais avoir sur toi, et je n'ai compris que lorsque je t'ai perdu, que c'était toi qui avais tout le pouvoir sur moi. Je ne suis pas tombé amoureux de la princesse que j'essayais de créer, Chloé.
Je suis tombé amoureux de ton rire dans la neige des Alpes, un son si pur qu'il a fait fondre quelque chose en moi. Je suis tombé amoureux de ton intelligence lorsque tu dévorais ces livres de médecine, de la passion qui illuminait ton visage. Je suis tombé amoureux de la femme indomptable qui a préféré la faim à ma pitié. Je t'aime, Chloé, pas pour ce que je voulais que tu sois, mais pour tout ce que tu es et que j'ai mis si longtemps à voir. La confession, si simple et si puissante, brisa la dernière digue de sa résistance. Je t'aime. Ces 3 mots, qu'elle n'avait jamais cru entendre de lui, résonnèrent dans le silence du bistrot, effaçant le bruit des couverts et les conversations lointaines. Tout disparut autour d'eux. Elle leva les yeux, noyée de larmes, et vit dans les siens une sincérité si désarmante, une vulnérabilité si profonde, qu'elle y reconnut l'écho de la sienne. Lentement, comme si elle se réveillait d'un long cauchemar, elle fit le tour de la table. Il ne bougea pas, lui laissant l'espace, le choix, le contrôle. Sa main tremblante se leva et vint se poser sur sa joue. Sa peau était chaude, réelle. Sous ses doigts, elle sentit la tension d'un homme au bord du gouffre, attendant son verdict. Et dans ce contact, toute la haine, toute la rancœur, toute la douleur se dissolurent, laissant place à une émotion nouvelle et terrifiante, le pardon. Il ferma les yeux sous sa caresse, un soupir tremblant s'échappant de ses lèvres. Il couvrit sa main de la sienne, la maintenant contre son visage, comme si elle était une ancre dans sa tempête intérieure. « Je ne veux plus du contrat, murmura-t-il, sa voix rauque. Je ne veux plus d'un héritier, ni d'une princesse de convenance. Je te veux toi. Libre. Accompli. Je veux la femme qui deviendra le médecin qu'elle a toujours rêvé d'être. Laisse-moi t'attendre. Reprends tes études. Construis ta vie, celle que tu mérites. Je n'ai rien à t'offrir, si ce n'est ma patience et la promesse d'essayer chaque jour de devenir un homme digne de ton pardon et peut-être un jour de ton amour. Je ne te demande pas de revenir au palais. Je te demande la permission de rester dans ta vie, de loin, comme un gardien silencieux de tes rêves, jusqu'à ce que tu décides si j'ai une place à tes côtés. Chloé ne répondit pas avec des mots. Elle ne le pouvait pas. Elle fit un pas de plus, comblant le dernier centimètre qui les séparait, et laissa tomber sa tête contre son torse. Ses bras vinrent l'entourer, la serrant avec une douceur infinie, une étreinte qui n'était pas possessive mais protectrice. Elle pleura longtemps, évacuant des mois de solitude et de souffrance, et il la laissa faire, caressant ses cheveux, son menton posé sur sa tête, les yeux fermés face à ce miracle fragile. Ils étaient réconciliés, non par un pacte, mais par une vérité partagée. Le plan était tracé. Elle retournerait à la Sorbonne le lendemain. Lui, il attendrait. Il attendrait les 5 années qu'il faudrait, le temps de sa transformation à elle et de sa rédemption à lui. Le symbole de leur avenir n'était plus un contrat de mariage, mais cette carte d'étudiante qu'elle tenait toujours dans son autre main. Le véritable contrat de sa liberté retrouvée. 5 années s'étaient écoulées depuis ce soir-là, dans le petit bistrot de Montmartre. 5 années de patience, de reconstruction, de promesses tenues. Aujourd'hui, sous le soleil doux d'un après-midi de juin, dans les jardins fleuris d'un manoir discret, loin du faste oppressant du palais, le temps de l'attente prenait fin. Chloé avançait sur l'allée couverte de pétales blancs, non pas dans une robe de bal imposée, mais dans une création simple et élégante qui célébrait la femme qu'elle était devenue. Elle n'était plus la fiancée contractuelle, ni la survivante anonyme. Elle était le docteur Chloé Dubois, une chirurgienne respectée, et elle marchait de son plein gré vers l'homme qui avait appris à l'attendre. Louis se tenait près d'un autel improvisé, son regard ne contenant plus la lueur de la possession, mais une admiration et un amour si profonds, si vulnérables, que tous les invités pouvaient en sentir la force. La réconciliation n'avait pas été une fin, mais le véritable commencement de leur histoire, et cette cérémonie en était la consécration. Leurs vœux ne furent pas des formalités, mais des confessions murmurées qui scellèrent la guérison de leurs âmes. Quand Louis prit ses mains, sa voix était basse, chargée de l'écho de son regret passé et de la certitude de son amour présent. « Je t'ai offert un contrat pour posséder ta vie, dit-il, les yeux brillants, mais tu m'as appris que le seul trésor digne d'être gardé est un cœur donné librement. Je te promets non pas un royaume, mais mon respect éternel, non pas un titre, mais ma loyauté sans faille,
Je promets d'être le gardien de tes rêves, comme tu as été la sauveuse de mon âme. » Chloé, les larmes coulant doucement sur ses joues, lui répondit avec une force tranquille. « J'ai cherché un refuge dans la solitude, » murmura-t-elle, « mais j'ai trouvé mon véritable foyer dans la patience de ton regard. Je te promets non pas l'obéissance, mais mon partenariat. Non pas ma gratitude, mais mon amour entier, celui qui a fleuri sur les cendres de notre orgueil. » L'échange des alliances simples et dorées fut un geste silencieux qui valait plus que tous les trésors de sa dynastie. Leur vie, désormais, n'avait rien à voir avec les couloirs froids du pouvoir. Ils avaient choisi de vivre dans ce manoir à l'orée de la forêt de Rambouillet, une maison baignée de lumière, où les murs étaient couverts de livres de médecine et de romans, et non de portraits d'ancêtres austères. Leurs journées étaient un ballet d'égalité et de soutien mutuel. Elle rentrait tard de l'hôpital, l'odeur d'antiseptique encore accrochée à sa blouse blanche, et le trouvait souvent dans la cuisine, préparant un dîner simple, son titre de prince abandonné au seuil de leur foyer. Ils parlèrent de ses patients, des défis de ses chirurgies et de la fondation qu'il avait créée pour financer les études de jeunes défavorisés, un hommage silencieux et permanent à leur propre histoire. Il n'était plus son propriétaire, elle n'était plus sa possession. Ils étaient deux âmes qui s'étaient trouvées dans le conflit et qui avaient choisi de construire la paix, jour après jour, dans les gestes les plus ordinaires de la vie partagée. Un soir d'hiver, en sortant d'un théâtre, leurs pas les menèrent, presque par hasard, sur la place de l'Opéra Garnier. Les lumières des grands lampadaires jetèrent la même lueur dorée sur le pavé humide. L'air était froid comme cette nuit-là, mais rien n'était pareil. Ils s'arrêtèrent, regardant les marches où leur guerre avait commencé. Il n'y avait plus de douleur dans ce souvenir, seulement une sorte de nostalgie tendre pour les deux étrangers qu'ils avaient été. Louis glissa la main dans sa poche et en sortit une unique pièce d'or, non pas une relique du passé, mais une pièce neuve et brillante. Il ne la lui tendit pas. Avec un sourire doux, il la lança dans une des fontaines de la place, son cliquetis se perdant dans le bruit de l'eau. « Pour le jour où j'ai rencontré ma destinée, même si j'étais trop aveugle pour la voir, » murmura-t-il. Chloé posa sa tête sur son épaule, et ensemble, ils tournèrent le dos au fantôme de leur rencontre, marchant main dans la main vers leur avenir, laissant le passé se dissoudre dans l'eau glacée de la fontaine. Plus tard, cette nuit-là, dans le silence de leur maison, ils se tenaient côte à côte devant le berceau où dormait leur fille de 6 mois, prénommée Aurore, comme la promesse d'un jour nouveau. La douce lumière d'une veilleuse éclairait le visage paisible de l'enfant, et dans cette quiétude, tout le tumulte de leur passé semblait appartenir à une autre vie. Louis regarda Chloé, son profil délicat, ses yeux emplis d'une tendresse infinie alors qu'elle contemplait leur fille. Il voyait en elle toutes les femmes qu'elle avait été, la mendiante fière, l'étudiante brillante, la fiancée rebelle, la docteure accomplie et maintenant la mère de son enfant. Il entoura ses épaules de son bras, l'attirant contre lui. Le contrat exigeait un héritier, chuchota-t-il à son oreille. Mais je n'avais jamais compris que le véritable héritage n'est pas une question de sang ou de titre, mais l'amour que nous construisons et que nous transmettons. Elle se tourna vers lui, et son baiser fut une réponse silencieuse, une confirmation que leur rédemption était complète, incarnée dans la chaleur de leur foyer. Leur histoire n'était pas celle d'une Cendrillon sauvée par son prince. C'était l'histoire d'une femme forte qui, en refusant d'être achetée, avait appris à un prince la valeur de ce qui n'a pas de prix. Elle lui avait montré que le véritable pouvoir ne réside pas dans la capacité de dominer, mais dans le courage de se rendre, d'aimer et d'être aimé en retour. Dans la quiétude de leur maison, entourés par la vie qu'ils avaient bâtie ensemble, ils étaient la preuve vivante que même les blessures les plus profondes peuvent être guéries par le pardon, et que l'amour le plus improbable peut fleurir aux endroits les plus inattendus. Si ce voyage à travers l'orgueil et la rédemption a touché votre cœur, faites-le nous savoir dans les commentaires. Quelle scène vous a le plus ému? N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette histoire pour ne manquer aucun de nos prochains récits. Merci de nous avoir accompagnés et à très bientôt pour une nouvelle aventure.